C'est parti. Bonjour à tous, à toutes. Bienvenue dans les Twitch d'IFISLab. Donc c'est notre deuxième Twitch avec vous aujourd'hui. Et comme promis, on va vous parler d'un grand sujet qui impacte en fait plein de domaines de notre vie, et on va en particulier l'interroger dans le cadre de l'apprentissage et du développement des compétences et de la formation, mais pas que. Et donc on va parler de motivation au pluriel avec le professeur Fabien Fenouillet, professeur de psychologie positive des apprentissages, voilà, qu'on a le plaisir, l'honneur d'accueillir au lab, voilà, qui va nous raconter un petit peu tout ça. Donc voilà, Fabien, bienvenue Merci. Au Twitch du lab. Donc merci d'être là, merci de te prêter à l'exercice qui est pas facile. Donc comme vous le savez, pour ceux qui ont suivi le tout premier Twitch, donc celui d'il y a 2 semaines, donc c'était avec Louise Perche sur méditation et attention. Donc on s'essaye aussi au format. Donc voilà, et donc n'hésitez pas, vous verrez, il y aura un petit lien à la fin du Twitch. On vous communiquera un petit lien sur lequel vous pourrez nous faire part de vos commentaires, voilà, sur l'interaction, sur voilà, vos remarques, vos questions, sur les thèmes, etc. Voilà. Donc, et bien voilà, donc motivation au pluriel. Mais peut-être qu'avant ça, je vais te laisser peut-être un petit peu te présenter un peu plus. Déjà, qu'est-ce que c'est que psychologie positive des apprentissages? Et ouais, on va quand même commencer par ça. Alors, je vais être assez rapide parce que sinon ça prendrait tout le Twitch. Mais c'est pour ça, ça permet d'annoncer encore d'autres thèmes. C'est ça. Donc la psychologie positive, c'est une psychologie qui est née, on va dire, au début du XXIe siècle. Il y a un article fondateur des années 2000, pile poil, de Csikszentmihalyi et Seligman, qui sont, on va dire, 2 principaux auteurs de ce courant-là, et c'est un courant de la psychologie donc, qui est tout récent, qui finalement s'est intéressé à toutes ces qualités qui ont été un petit peu mises de côté au cours du XXe siècle, hein, qui sont par exemple le bonheur, le bien-être, mais aussi la motivation. Donc la motivation qui va expliquer pourquoi est-ce qu'on a envie de faire les choses, pourquoi est-ce qu'on n'a pas envie aussi, pourquoi est-ce que malheureusement certaines fois on est plutôt dans le bas du processus, et d'autres fois heureusement on est un petit peu plus haut. Et donc ce qui va faire en sorte que les individus ont une vitalité, donc la notion de vitalité, mais aussi des choses peut-être beaucoup plus floues, qui étaient plus laissées, on va dire, au spiritualisme, comme par exemple tout ce qui est des techniques telles que la pleine conscience, des techniques telles que des études aussi qui nous permettent de comprendre comment fonctionne le bien-être à l'école ou le bien-être dans les entreprises. Donc c'est des questions qui sont devenues très actuelles. Donc je ne sais pas quel est l'œuf ou la poule, je ne sais pas si c'est la psychologie positive en portant ces thèmes-là, finalement les a mis au goût du jour dans la société, ou si c'est la société qui finalement était assez mature pour aborder ce genre de thématiques. Le fait est que la psychologie positive s'intéresse de plein pied à finalement l'homme qui va bien plutôt que l'homme qui va mal. Voilà, c'est plus ça son centre d'intérêt. Et c'est vraiment le centre d'intérêt que j'ai moi en psychologie des apprentissages avec les processus motivationnels en fait. C'est une psychologie qui s'intéresse pour faire en sorte que non seulement on apprenne, mais on apprenne au-delà du concept d'apprentissage, retenir ses leçons. C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est que se sentir bien dans un environnement d'apprentissage, qu'est-ce que c'est que d'être motivé pour son apprentissage. Donc tous ces éléments-là sont des choses qui sont pour moi aussi importantes que le nombre de mots que je vais rappeler à la fin. C'est des éléments qui sont... tous ces éléments-là sont aussi importants pour moi, et j'essaie d'imbriquer les processus. C'est pour ça que j'estime que je fais de la psychologie positive. Je pense qu'on est encore assez peu en France à s'affirmer ce titre. C'est pour ça que ça méritait quand même d'être. Alors c'est vrai qu'en France, on a quand même des gens qui s'y intéressent beaucoup. Je pense un petit clin d'œil à Rebecca Shankland, à Charles Martin-Chrome, à Yvon Paquet, et donc Jean Euth. Donc tous ces gens-là s'intéressent à la psychologie positive de différentes manières, mais c'est vrai que le courant qui est peut-être le plus connu du grand public au niveau de la psychologie positive, c'est la psychologie positive appliquée
à l'éducation et puisqu'à l'école, parce qu'on s'intéresse beaucoup au bien-être, et enfin, de plus en plus, je trouve ça vraiment super. Et aussi d'un point de vue clinique, puisque c'est un des grands champs d'application de la psychologie positive, c'est effectivement, ça s'applique au bien-être et au mal-être plutôt des individus, mais là du coup, pas au mal-être au sens où on va essayer de faire en sorte d'enlever le mal-être. En fait, la question n'est pas là. La question, c'est plutôt la question des forces qu'a l'individu, sur quoi il peut s'appuyer. Effectivement, on a tous des choses qui vont pas bien, mais on a aussi des choses qui vont très bien et sur lesquelles on peut s'appuyer. Et donc, à partir de là, c'est vraiment ces choses-là qui sont étudiées par la psychologie positive et qui sont effectivement utilisées dans le cadre de thérapie. Je pense à, par exemple, l'entretien motivationnel. Donc là, c'est ma collègue Antonia Chilic qui étudie ça de près. Je pense effectivement à tout ce qui est toutes les formes de méditation. Enfin, tous ces éléments-là sont des parties centrales de la psychologie positive, donc ils sont maintenant de plus en plus utilisés. Alors, sont rassemblés aussi, je pense, dans le cadre des TCC, mais ce n'est pas vraiment des TCC, quoi. C'est vraiment une autre méthodologie. Alors, du coup, ça nous permet de faire effectivement le lien, puisque on avait parlé de méditation avec Louise, justement, avec Louise Perch. Donc là, on va faire vraiment un focus, cette fois-ci, sur... sur, on va dire, le concept, je sais pas, le concept de motivation, ou en tout cas les théories de la motivation, puisque tu as montré qu'il y en avait bien plus qu'une ou deux ou trois, voire... Alors moi, j'en étais restée à plus de 101 théories de la motivation, donc je sais pas si tu en as encore recensé d'autres. Est-ce que tu peux déjà, dans un premier temps, peut-être nous dire un peu ce que c'est, nous donner une première définition assez simple, on va dire, de la motivation, et nous raconter un petit peu comment est-ce qu'on a commencé à s'intéresser à la motivation dans le monde de la recherche, en fait. Comment est-ce qu'on s'y intéressait? Alors, c'est dès le début, en fait. Les recherches en psychologie datent de la fin du 19e siècle. Début du 20e, la motivation était déjà présente, sauf qu'elle ne s'appelait pas motivation. Parce que le concept de motivation, le terme motivation tel qu'on l'utilise, en fait, son utilisation dans la recherche date du milieu du XXe siècle. Avant, on utilisait d'autres concepts. Alors, il y a beaucoup de concepts. Un des gros apports de la psychologie, justement, c'est sa tentative de clarifier des concepts du sens commun. C'est-à-dire, elle cherche en fait à s'emparer des concepts du sens commun, puis elle cherche à les mesurer, elle cherche à mieux les comprendre, et donc à partir de là, c'est des concepts qui peuvent être dissociés en différents sous-concepts, ou qui peuvent donner lieu à des axes de recherche très spécifiques. Le concept de motivation, c'est un concept je pense, qui a émergé au milieu du XXe siècle, parce que justement, il y avait plein de concepts qui étaient là, qui devenaient vraiment importants d'étudier, qui étaient très étudiés pour certains d'entre eux. Par exemple, et on se rendait compte, par exemple, le terme de besoin, le concept de besoin qui était présent avant. Le concept majeur avant le concept de motivation, c'est le concept de drive. Et que dans la recherche, on en parle maintenant. Maintenant, on ne l'utilise pas du tout. Le concept de drive, c'est un anglais, puisque c'est une théorie, c'est le behaviorisme qui l'a mis au goût du jour et qui l'a vraiment étudié. Donc on avait 2-3 concepts, il y avait le concept de valeur aussi, puis il y a aussi le concept de volition. Le concept de volition était avant le concept de motivation d'ailleurs. En fait, la psychologie, quand on prend les tout premiers écrits des psychologues, il y avait déjà des études sur la volition. Il y avait déjà des recherches sur la volition, alors que la motivation n'existait pas encore forcément, quoi. Et il y avait des recherches aussi sur le premier concept qu'on peut rapprocher du concept de motivation, c'est le concept d'instinct. Et l'instinct, c'est plutôt du côté des... Alors maintenant, oui, c'est du côté animal, mais à cette époque-là, non. À cette époque-là, non. On parlait de l'instinct humain. Ah ouais, il n'y a aucun problème. Justement, on étudiait les instincts humains. Chez les humains. Chez les humains, et d'ailleurs, celui qui a permis finalement à cette étude des instincts chez l'homme, entre parenthèses, parce que c'est vraiment tout naissant à cette époque-là, c'est Darwin en fait. C'est Darwin qui, le premier, étudiait les instincts chez l'être humain en disant, mais si, vous voyez, chez l'animal et chez l'homme c'est pareil, c'est les mêmes instincts, voilà. On avait des instincts qui étaient plus ou moins rigolos maintenant, comme l'instinct de chasse par exemple, qui était chez l'humain évidemment. Pourquoi pas après, ça paraît pas complètement fou à l'heure actuelle, puisqu'on parle encore toujours d'instinct maternel par exemple. Oui. C'est toujours un terme qui est très utilisé. Bon, après, est-ce qu'on a vraiment un instinct maternel, c'est une autre question, mais en tout cas, voilà, c'est toujours des termes qui sont restés utilisés. Il y a quand même certaines parties. On parle aussi d'instinct de conservation.
pareil. Oui, d'accord. C'est toujours des termes qui sont utilisés, mais qui sont plus... effectivement, c'est un terme qui est un petit peu, au fil de l'évolution, il a un peu été banni, mais c'est pas parce qu'il était mal foutu, c'est surtout parce que en fait, les behavioristes qui ont pris la main au début du XXe siècle ont considéré que c'était, en fait, pour les behavioristes, tout était appris. Or, le concept d'instinct, quand même, il a une petite conception sous-jacente quand même qui dit que voilà, c'est inné. On a ces instincts-là, on les a pas, si je puis dire, et du coup, c'est comme ça. Alors que pour les behavioristes, tout étant appris, c'est un concept qui avait plus lieu d'être, en fait. Donc, il a un peu disparu du paysage, mais bon, il s'est quand même accroché du côté éthologie. Et c'est pour ça que les éthologistes l'ont beaucoup utilisé. Mais c'est pareil, chez l'éthologie, il y a beaucoup de débats sur la validité du concept d'instinct, quoi. Et il reste toujours utilisé à l'heure actuelle, effectivement, plutôt cantonné aux animaux. Mais bon, de temps en temps, comme je dis, il y a des petits écarts de langage qui font dire que chez l'homme, il y a quand même des instincts, quoi. Mais bon, il y en a pas, c'est un vaste débat, on ne va pas y rentrer tout de suite, mais non, mais du coup, ça permet de quoi. comprendre un petit peu la naissance, finalement, de ce champ, en fait, de recherche, qui va se structurer, en fait, c'est ça. Je crois qu'il y a vraiment deux termes qui datent du début de la motivation, tel qu'on la conçoit maintenant. C'est vraiment le concept d'instinct et puis le concept d'évolution, surtout. C'est vraiment les deux premiers concepts qui ont émergé, quoi. Évolution, ça veut dire ? Alors, évolution, c'est vraiment la volonté, en fait. C'est qu'est-ce qui fait que je vais persister à faire les choses. Et c'est la motivation. Mais simplement, la motivation, c'est plutôt ce qui va expliquer pourquoi je m'y mets, alors que l'évolution, c'est pourquoi je continue à m'y mettre. C'est deux formes de motivation, mais au début, finalement, on ne se posait pas trop la question pourquoi je m'y mets. Finalement, c'était peut-être quelque chose qu'on considérait, voilà, c'était instinctif. Vous voyez, il y avait cette conception que ce n'était pas trop la peine de s'y intéresser. C'était, il faut le faire, quoi. Donc la question, c'était pas le pourquoi je commence ou je vais jusqu'au bout, en fait. Mais c'est pourquoi est-ce que je vais jusqu'au bout quand je fais quelque chose. Voilà, c'est pourquoi vraiment je veux le faire, quoi. Qu'est-ce qui fait. Donc ça, c'était ça qui était intéressant à cette époque-là, au début du XXe, enfin début du XXe, fin du XIXe. Et donc il y a les premières recherches expérimentales sur la motivation datent aussi de cette époque-là. Et d'ailleurs, les premières recherches sur l'évolution, je crois que la toute première recherche expérimentale sur l'évolution, il faudrait que je retrouve, mais je crois que c'est une recherche belge qui a été publiée en français. C'est pour dire. C'est assez rigolo, quoi. Après, le terme a complètement disparu des recherches européennes et puis des recherches en général en psychologie, quoi. Mais il est réapparu fin du XXe siècle, les années 70, 80, 90, tout simplement parce que le behaviorisme avait moins d'emprise sur la psychologie en général, et la cognitive avait vraiment pris son essor, et donc on commençait justement à pouvoir se poser des questions sur comment fonctionne la boîte noire, puisque les behavioristes, c'était que le comportement qui était intéressant. Là, les cognitivistes ont été sur comment fonctionne la boîte noire, et donc là, du coup, on commençait à redécouvrir tout un tas de concepts, comme le concept d'évolution, qui maintenant a une place de plus en plus importante, d'ailleurs, dans la motivation, puisqu'on a des théories qui ne se réclament pas forcément de l'évolution, mais qui sont des théories évolutionnelles. Par exemple, les théories de ce qu'on appelle l'autorégulation des apprentissages, qui nous permet de comprendre comment est-ce qu'on va, quelle stratégie on met en place pour apprendre, quelle stratégie on fait que l'on persiste dans nos apprentissages. C'est l'évolution. C'est de l'évolution. Alors, est-ce que, justement, peut-être du coup, en termes de définition de la motivation, quelle définition tu donnerais et qu'est-ce que... Donc, autrement dit, qu'est-ce que c'est qu'être motivé ? Enfin, ce serait ça, qu'est-ce qu'être motivé ? Et est-ce qu'il y a plusieurs formes de motivation et peut-être, dans la continuité de cette question, peut-être les grandes théories de la motivation qui aujourd'hui permettent d'éclairer, puisqu'on va s'intéresser à la motivation en éducation et formation, en l'occurrence formation pour adultes, mais des grandes théories de la motivation qui permettent justement d'expliquer comment on apprend, qu'est-ce qui fait qu'on continue à apprendre. Enfin voilà, est-ce que... C'est un vaste programme, mais on peut déjà effectivement... En tout cas, dresser des grandes lignes. C'est un vaste programme. De toute façon, on donnera ensuite des références, des compléments de lecture sur le sujet. Mais voilà, motivation et grandes théories de la motivation qui permettent de comprendre ou d'éclairer la question de l'apprentissage des adultes, de l'apprendre en général.
Alors, on peut déjà commencer par une définition de la motivation. La motivation, il y a des définitions très compliquées, mais il y a finalement une façon assez simple de l'appréhender, c'est ce qui va expliquer le dynamisme du comportement. C'est ce qui va expliquer pourquoi on fait les choses, on est dynamique. Bon, qu'est-ce qui va expliquer ce dynamisme de notre comportement? Qu'est-ce qui fait pourquoi on bouge? Alors, c'est pas forcément comportemental, parce qu'on peut très bien être immobile et puis justement résister à l'environnement. Donc là, c'est un dynamisme intérieur. Mais c'est qu'est-ce qui fait en fait qu'on est habité par une force qui nous fait bouger, quoi. Donc ça, c'est la vision la plus simple, mais ça permet de très bien résumer ce qu'est la motivation. Et après, si on est sur une définition beaucoup plus précise, ça devient beaucoup plus compliqué parce qu'effectivement, et là on rebondit sur la deuxième question, qui est que il n'y a pas qu'une forme de motivation. Et déjà de se dire est-ce que je suis motivé ou pas motivé quand je fais quelque chose, c'est déjà aborder en fait une conception de la motivation. Puisque ça veut dire que est-ce que je suis motivé, est-ce que je ne suis pas motivé, on est plutôt dans une conception, on va dire, état motivationnel. Est-ce que j'ai l'état ou est-ce que je n'ai pas l'état? Or, la motivation, c'est considéré comme un état. On a différents types d'états en fait, dans la motivation. On a par exemple l'intérêt, qui est un état. Je suis intéressé, je ne suis pas intéressé. On a je sais pas, les émotions, ce qu'on appelle les émotions motivationnelles, qui sont, effectivement, ça va me faire bouger ou pas. J'ai peur, j'ai pas peur. J'ai aussi les buts. J'ai un but, j'ai pas de but. Donc tout ça, ça va être des états qui vont expliquer pourquoi je fais ou pourquoi je ne vais pas faire les choses. Mais à l'heure actuelle, quand même, on s'aperçoit que ces états-là, c'est pas parce que vous êtes intéressé par quelque chose que ça va forcément aller très loin. C'est pas parce que vous avez un certain état, par exemple, je suis convaincu qu'il faut que j'arrête de fumer, voilà, que vous allez effectivement aller au but, c'est-à-dire que vous avez quand même fixé un objectif, c'est d'arrêter de fumer, là, avec cet état-là, mais cet objectif-là, vous êtes sûr de l'atteindre. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une certaine dynamique à prendre en compte entre cet état-là et ce que ça va donner. Puis il y a des états motivationnels qui sont par essence dynamiques. Par exemple, le flow, ce qu'on appelle le flow, je pourrais revenir par la suite sur cet état-là. Le flow, c'est par essence dynamique. C'est quelque chose qui bouge en permanence, qui n'est jamais stable. Et justement, le fait de rester dans le flow, c'est toute la logique du flow. C'est-à-dire qu'on est toujours, effectivement, c'est un peu le surfeur, hein, le flow. Le surfeur, il cherche à rester sur la vague. Et ben, être en état de flow, c'est toujours chercher à rester sur cette vague-là, quoi. Donc, le flow est par essence dynamique, par exemple. Donc, on a effectivement, en fonction de la façon dont on va définir la motivation, on va concevoir la motivation, soit effectivement comme un état, on est ou on n'est pas. C'est intéressant, mais ça ne répond qu'une partie de la question, ça ne répond pas à la question jusqu'au bout, en fait. C'est pourquoi faire, en fait. Je suis motivé, pourquoi faire, du coup. Et le pourquoi faire, justement, c'est prendre en compte le processus motivationnel dans son ensemble, et donc essayer de comprendre, en fait, vers sur quoi cet état-là nous emmène, et jusqu'où il peut nous emmener suffisamment loin ou pas, justement, parce que c'est pas parce qu'on a un état, on est intéressé par quelque chose, que cet intérêt va forcément nous porter à réussir nos épreuves de français parce qu'on est intéressé par la lecture. On voit bien qu'il y a une compréhension, en fait, de ce qui est la nature de l'intérêt, même en tant que tel, et les processus que ça va enclencher par la suite, qui vont faire qu'effectivement, est-ce que ça va réellement me permettre d'apprendre bien à l'école ou pas? La réponse à la question, en fait, quand on regarde les recherches, c'est plutôt non. En fait, c'est pas parce que vous êtes intéressé par une discipline. C'est pas suffisant. C'est ça? C'est pas suffisant. Puis en fait, ça vous entraîne plutôt à rechercher des choses qui vous intéressent, et pas des choses forcément qui intéressent le système tel qu'il les évalue. Donc du coup, c'est des motivations qui sont presque différentes, en fait. Du coup, de comprendre justement cette dynamique-là, vous allez comprendre que ça ne mène pas aux mêmes finalités, quoi. Et donc, finalement, ce que tu dis, c'est que ça me fait penser, alors on a parlé de bulletins scolaires, je crois, la dernière fois aussi. Donc on voit bien sur les bulletins scolaires, il n'est pas motivé ou il est très motivé, etc. Donc finalement, c'est assez réducteur pour pouvoir décrire ce qui se passe véritablement, dire quelqu'un est motivé ou pas motivé. Est-ce que oui, c'est-à-dire que là, du coup, le terme motivation, quand il utilise globalement, c'est bien, c'est intéressant parce qu'on voit globalement qu'effectivement, on cherche à expliquer le dynamisme. C'est pour ça que je dis, on peut définir la motivation comme étant dynamisme, et on se dit, quand il est motivé ou il n'est pas motivé, il n'y a pas de dynamisme. Ouais. Il y a ou il n'y a pas de dynamisme. Mais on voit bien tout de suite qu'on ne répond pas vraiment à la question. En fait, quand on dit motivé ou pas motivé, on a décrit quelque chose sans vraiment le comprendre. Sans vraiment le comprendre, voilà. Et ça, je trouve que c'est intéressant, du coup. Alors que là, il s'agit plutôt de comprendre, voire d'essayer d'expliquer des comportements, voire éventuellement de les prédire.
Voilà, avec toutes les limites qu'on peut dire en psychologie sur la prédiction de comportement. On peut effectivement expliquer pour un ensemble d'individus, pour un individu précis. Après, il faut être très précis, c'est-à-dire qu'il faut déconstruire sa logique à lui et puis comprendre, puis l'aider même aussi à comprendre sa propre logique pour savoir effectivement qu'est-ce qui va le conduire à adopter telle dynamique ou plutôt telle autre, quoi. En sachant qu'on a des choses assez particulières plutôt, sur des dynamiques qui sont plus ou moins conscientes. Je pense par exemple à des dynamiques plutôt négatives, des spirales négatives liées à l'auto-handicap, où l'individu n'est pas vraiment conscient de dynamique motivationnelle, ou ne veut pas en être conscient, parce que globalement, ça lui est utile de ne pas être conscient de savoir qu'il va à l'échec. Parce que, en fait, quelque part, il n'en a rien à faire de l'échec. C'est autre chose qui l'intéresse. Oui, donc ça veut dire qu'il faut prendre en compte aussi le contexte, en fait, et essayer de comprendre un petit peu comment ça fonctionne sur le plan plus individuel. Quand on est au niveau individuel, c'est ça, en fait, les théories motivationnelles, elles peuvent permettre de comprendre globalement comment un ensemble de groupes, un groupe va fonctionner, mais ça permet aussi de descendre à un niveau individuel, de comprendre la logique de fonctionnement d'un individu et de l'aider, lui, à comprendre sa propre logique de fonctionnement, parce qu'il y a toujours une partie mystérieuse dans la motivation. Et d'ailleurs, je pense que les théories le montrent assez bien. Il y a des théories qui ne sont pas très claires là-dessus, mais il y a un niveau qui n'est pas conscient dans la motivation et il y a un niveau qui est conscient dans la motivation. Et les deux s'articulent. Et ce n'est pas parce que vous voulez faire quelque chose que vous allez forcément le faire, parce qu'il y a un niveau non conscient. En fait, on fonctionne à deux niveaux. Moi, j'aime bien les théories de Kahneman et consorts, les théories système 1, système 2, là. Tu peux expliciter ? Alors, système 1, système 2, c'est à peu près ce que je viens de dire au niveau de la motivation. C'est-à-dire qu'on fonctionne, en fait, les êtres humains fonctionnent à deux systèmes. On a deux systèmes, en fait. On a un système 1 qui est un système réactif, intuitif, très qui apprend pas, en fait, qui apprend mais juste avec la répétition, qui est non conscient. Donc c'est un système non conscient qui est très rapide. Donc c'est toujours lui qui prend la main en premier. Et donc quand on fait quelque chose, en fait, c'est toujours lui qui dit que c'est lui qui a raison parce que c'est lui qui est en premier. Donc ça c'est le système 1, puis on a un deuxième système, c'est le système 2, où lui en fait en fait le système 1 c'est le système chaud si on veut, et le système 2 c'est le système froid. Alors lui il est au contraire il est très lent, il est très réfléchi, il est planifiant, alors que l'autre n'est pas du tout planifiant, il réagit qu'à l'instant. Donc il voit sur le long terme, et effectivement, les motivations peuvent venir de ces deux systèmes, quoi. Et donc il est très basé sur les valeurs, il est très basé sur la réflexion, il est très basé sur l'anticipation. Et tous ces éléments-là, en fait, il va les combiner pour essayer de prendre la meilleure décision possible, par exemple. Sauf que c'est toujours le système 1 qui est le plus rapide. Donc il doit passer son temps finalement à ménager le système 1 et de façon à l'orienter, en fait, là où il veut que ça atterrisse quelque part, quoi. Donc c'est pour ça que donner des clés de compréhension aux individus sur son propre fonctionnement permet finalement ce système-là de bien s'articuler, de mieux se comprendre et puis de comprendre effectivement pourquoi le système 1 de temps en temps vous emmène dans des endroits où vous n'avez pas voulu y aller mais vous y êtes quand même, quoi. Et donc du coup c'est pas qui vous force, c'est vous, hein, mais c'est vous un autre niveau de fonctionnement, quoi. Donc vous pouvez très bien raisonner, vous dire j'ai envie de faire quelque chose, et puis en fait je ne vais jamais le faire, parce qu'en fait votre système 1, il va toujours faire en sorte que vous ne le fassiez pas. Et mieux comprendre ça déjà, ça peut être intéressant, ça peut être un objet, si on va dans ce sens-là, ça peut être un objet simplement d'analyse en tant que tel, quoi. Un vrai objet d'analyse. Ouais, et ça donne des clés en fait, pour pouvoir mieux... Ça peut donner des clés. Ça peut donner des clés. Et alors, on parlait aussi, donc tout à l'heure, tu sais, je te disais des grandes théories motivationnelles. Il y a une grande distinction entre deux formes de motivation. Là, tu parlais d'état, mais peut-être cette fois-ci, on va parler de continuum avec la théorie de l'autodétermination. Donc ça serait intéressant que tu puisses nous expliquer justement la différence entre je pense que c'est un terme qu'on voit maintenant beaucoup apparaître, même pas forcément dans la littérature scientifique, sur motivation intrinsèque versus extrinsèque. En tout cas, intrinsèque, on l'utilise, ou une motivation, quelqu'un qui est réellement motivé versus quelqu'un qui va répondre à des injonctions. Enfin, ça, c'est des choses qu'on voit apparaître. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu comment ça fonctionne et ce que ça permet d'éclairer ? Et peut-être, du coup, pour en avoir discuté avec toi, faire le lien, parce que souvent, quand tu vas bien comprendre pourquoi, et quand on entend parler de motivation, d'ailleurs motivation à l'école, motivation même au travail,
même en formation. Enfin, en tout cas, école et travail, on pense à la récompense. Enfin, ce lien entre motivation et récompense. Donc, comment est-ce que ça fonctionne, tout ça? Est-ce que tu peux nous faire un petit focus là-dessus? Alors, la théorie de l'autodétermination, c'est une des très nombreuses théories motivationnelles. Hein, en fait, le terme motivation, dans les années 50, il a émergé, comme j'ai commencé à l'expliquer, parce que commence à y avoir pas mal de concepts. Hein. Et en fait, à partir du moment où il est apparu, ça n'a pas freiné en fait, l'explosion des concepts, ça a même été de façon exponentielle. C'est-à-dire qu'il y a des dizaines de concepts motivationnels et plus d'une centaine de théories de la motivation à l'heure actuelle. Et des théories qui n'ont pas effectivement la même superficie, la même profondeur et le même impact, on va dire, sur toutes les sphères de la vie. Et la théorie de l'autodétermination est sans doute une des théories majeures, je pense, de la psychologie de la motivation, puisque effectivement, on voit bien, elle a quand même clarifié un certain nombre de problématiques qui étaient quand même en suspens depuis pas mal de temps, et notamment la problématique qu'elle a très bien clarifiée, c'est l'impact de la récompense sur la motivation. Et du coup, elle a permis de redéfinir en fait ce qu'on entend par motivation, en précisant finalement que la motivation, alors c'est son point de vue, hein, mais c'est un point de vue qui est extrêmement fructueux d'un point de vue et recherche et même appliqué, quoi. C'est que globalement, il n'existe pas une motivation, donc ça on le savait déjà, hein. Donc il n'y a pas un seul état motivationnel, mais il y en a plein, donc j'en ai déjà cité quelques-uns. Mais ce qui est beaucoup plus intéressant dans cette théorie-là, c'est que ces états motivationnels, on peut les regrouper. Et on peut les regrouper en 3 grandes catégories. Mm-hmm. Donc ça fait partie des théories, un petit peu comme la théorie de Maslow, c'est des théories en fait, qui vont faire en fait qui vont grouper en fait des états motivationnels. Ils vont dire voilà, et ça s'organise comme ça, ces états-là. Donc ces théories-là, c'est ça. Et donc la théorie-là va vous dire qu'effectivement vous avez 3 grands types de motivation. En fait, vous en avez 2. La troisième n'étant pas une motivation, c'est son négation justement, mais en fait c'est un type quand même. Vous avez effectivement les motivations autodéterminées, les motivations contrôlantes et la motivation. La motivation, L'. Voilà, c'est en un seul mot, c'est amotivation. En fait. Amotivation. C'est l'absence de motivation. C'est ce qui caractérise l'absence de motivation. C'est quand vous faites quelque chose. Alors, en fait, ça veut pas dire que vous n'allez pas agir, mais globalement, il faut presque vous prendre la main pour que vous agissiez. C'est-à-dire que vous n'avez strictement vous n'allez pas agir, vous n'avez aucune motivation, c'est-à-dire que ni intrinsèque ni extrinsèque. Vous pouvez agir, mais parce que globalement, vous n'avez pas le choix. Quoi. On vous dit là où tu fais ça, sinon tu prends la porte, ou enfin voilà, c'est vraiment le contrôle, mais c'est pas si c'est pire que le contrôle, c'est-à-dire que vous agissez sur l'instant T, mais pas au-delà de l'instant T. Quoi. Donc ça, c'est la motivation. Et puis, je ne vais pas en parler tout de suite, mais il y a effectivement, je ne vais pas aller plus loin plutôt, il y a effectivement les 2 autres formes de motivation qui sont, elles, des vraies formes de motivation, la motivation extrinsèque et la motivation intrinsèque. En fait, il s'avère que cette distinction-là est née d'une expérience de 71 de Deci, qui a montré pour la première fois, je pense, de façon claire, nette et précise, que la récompense pouvait agir en démotivant le comportement. En démotivant donc. Hein. En démotivant. Voilà, là on parle bien de démotivation et récompense. C'est ça démotive le comportement. Alors du coup, c'est quelque chose de très curieux et ça a été répliqué. Il n'y a pas de problème. Donc la motivation, la récompense peut démotiver les comportements, mais pas n'importe quel comportement en fait. Et c'était ça la subtilité finalement de 71 je pense, qui a du mal encore à émerger dans beaucoup d'esprits. C'est que, en fait, on a des comportements que l'on fait de façon totalement autodéterminée. Et en fait, c'est la majorité de nos comportements. On ne s'en rend pas compte, mais en fait, la plupart des choses que l'on fait parce qu'on a envie de les faire, tout simplement. Et par exemple, si on veut lire un livre, c'est parce qu'on a envie de lire un livre. Si on va au cinéma, c'est parce qu'on a envie d'aller au cinéma. Si, je sais pas, si on fait du bricolage, c'est parce qu'on a envie de faire du bricolage. Il n'y a personne qui nous paye, qui nous pousse, voilà, pour faire ça. C'est des motivations dites autodéterminées, quoi. Et on a d'autres formes de motivationnelles qui sont des motivations dites contrôlantes. Là, effectivement, si on n'est pas payé pour le boulot, on ne va pas y aller, quoi. Parce que c'est comme ça qu'on gagne notre vie, et donc là, il faut être payé, quoi. Donc il y a tout un tas de choses comme ça qui fait que, effectivement, on a des motivations qui font qu'on va le faire seul, et des motivations, il faut qu'on ait quelque chose qui nous incite à le faire, sinon on ne va pas le faire. Et donc, du coup, ça nous donne 2 formes de motivation, les motivations contrôlantes et les motivations autodéterminées. Sauf que, effectivement, au début de ces théories-là, ce n'est pas les termes qui ont été utilisés. Ce n'est pas motivation contrôlante, motivation autodéterminée.
c'est motivation intrinsèque et motivation extrinsèque. Il y a une évolution en fait de cette théorie-là qui fait que maintenant, on a été obligé de prendre d'autres termes pour bien comprendre la clarification. Parce que les motivations extrinsèques, effectivement, c'est des motivations contrôlantes, mais pas toutes. Il y a des motivations extrinsèques qui sont autodéterminées, oui, tout à fait. C'est-à-dire que par exemple, si on va au boulot, on peut le faire de façon aussi autodéterminée, même si on est payé. Voilà, c'est ce que j'allais te dire. On peut être aussi en motivation mais quand même, il faut qu'on soit payé quand même. Donc, du coup, il y a un certain flottement, on va dire, sur les termes. C'est-à-dire comment ça se fait qu'on peut être en motivation extrinsèque autodéterminée. Donc, c'est ce que finalement les différentes clarifications théoriques ont permis de faire au cours des 40 dernières années, parce que c'est une théorie qui date des années, même 50 dernières années, c'est impressionnant quand on y pense. Ouais. Donc depuis les années 70. Donc elle a permis de clarifier qu'effectivement, c'est pas parce que on a été récompensé qu'on était forcément contrôlé. L'individu, en fait, va donner du sens à son activité, va expliquer le pourquoi de son activité, et cette explication et ce sens qui va donner cette activité, ça compte pas pour rien, en fait. Ça va faire qu'effectivement, soit il va vraiment agir que pour la récompense, ou soit il va mettre un petit supplément d'âme qui va le faire aussi de lui-même. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas que la récompense qui va le faire agir, quoi. Et donc ça, c'est toutes les motivations extrinsèques qu'on appelle autodéterminées. Donc c'est des motivations extrinsèques qui sont mues en fait, non pas par le plaisir de faire l'activité pour elle-même, mais qui sont mues par le plaisir en fait, qui ne sont pas mues par le plaisir en fait, qui sont mues par des valeurs, par l'importance qu'on accorde à l'activité, mais qui ne sont pas mues par le plaisir. Donc les motivations extrinsèques ont toutes quand même en commun, qu'elles soient autodéterminées ou contrôlantes, d'être des motivations qui sont des motivations non mues par le plaisir. C'est-à-dire c'est des motivations qui sont là parce qu'il faut le faire, quoi. Et après c'est le il faut ou sous la nuance, quoi. Oui. Entre le contrôlant ou l'autodéterminé, justement. Par rapport aux motivations extrinsèques, donc c'est la fameuse forme justement qui est largement démolie par la récompense, où cette motivation intrinsèque, elle est forcément autodéterminée, il n'y a pas de fluctuation. Quand on prend plaisir à faire une activité pour elle-même, on l'a fait, on est heureux de la faire. Pour le plaisir, voilà. Quand on aime lire un livre, parce qu'on aime lire, on aime lire un livre, quoi. Je veux dire, c'est une motivation intrinsèque, quoi. Il y a pas, vous pouvez lire effectivement pour un éditeur ou pour quelqu'un, mais du coup, là, effectivement, on repasse en motivation extrinsèque. On lit plus par le plaisir, et d'ailleurs, il ne faut pas se tromper. Là, on lit plus pour le plaisir. On lit parce qu'on remplit une mission, et du coup, ça ne donne pas la même qualité de lecture, quand même. Et donc, par exemple, ce que tu dis, c'est que quand on doit lire un livre, je pense à l'école, c'est-à-dire j'adore lire, quand je suis élève, j'adore lire, mais je dois lire un livre qui m'a été donné dans une liste de livres parce qu'on va l'étudier. C'est pas tout à fait la même chose que de lire parce que je vais choisir un livre que j'ai envie de lire. Si je choisis de lire, c'est la motivation intrinsèque, il y a zéro problème. Après, si on va imposer un livre, c'est pas la motivation intrinsèque. C'est parce que il faut que je le fasse, quoi. Après, ça veut pas dire que vous faites que des choses en motivation intrinsèque ou extrinsèque. On est d'accord aussi, hein. Oui. Alors déjà, ça fait partie justement, c'est Bob, Robert Vallerand, qui parle, qui la fameuse théorie avec ces différents niveaux. C'est-à-dire que la motivation existe à différents niveaux. Elle existe au niveau de la tâche en elle-même, elle existe au niveau du contexte, et elle existe au niveau de la situation globale. D'accord. Donc du coup, ou inversement, je ne sais plus dans quel sens il met contexte, situation. Oui, mais donc dans l'exemple que je te donne, on peut très bien, par exemple, me dire que je dois étudier un livre. Donc ça, c'est quelque chose que je n'ai pas choisi. Je vais rentrer dans la lecture et à un moment donné, je peux par contre tout simplement rentrer être dans le plaisir de lire un chapitre en particulier. C'est ça, par rapport au fait d'étudier le livre. Après, la motivation, les motivations autodéterminées, c'est pourquoi on va rentrer dans l'activité. Donc là, quand on rentre dans cette activité, on ne rentre pas en motivation intrinsèque. On rentre en motivation extrinsèque. Oui, parce qu'à l'origine... voilà, on fait ça parce que, voilà, donc du coup, on a motivation extrinsèque. Après, ça peut être de la motivation extrinsèque, on est convaincu de la valeur de l'activité. C'est important pour moi de lire un livre parce que j'ai bien compris que c'était, on m'expliquait ceci, cela, voilà. Déjà, faire un petit effort d'explication pourquoi on fait l'activité, c'est pas anodin par rapport à la motivation. D'ailleurs, il y a beaucoup de recherches qui montrent que c'est vraiment pas anodin. Mais une fois que j'y suis, on passe à autre chose. Donc, du coup, on est d'accord que justement, c'est la distinction entre motivation et évolution. Tout à fait. Quand je rentre dans l'activité, qu'est-ce qui fait que je vais poursuivre ? Alors, les recherches montrent très clairement que plus je suis rentré en motivation autodéterminée, plus je vais poursuivre. Donc, les motivations autodéterminées sont volutionnelles en elles-mêmes. Alors, pourquoi elles sont volutionnelles en elles-mêmes ?
C'est parce qu'en fait, ce qui soutient l'activité, c'est moi, quand je suis en autodéterminé. Donc forcément que c'est volitionnel, ça va beaucoup plus loin. Alors que quand je suis en motivation non autodéterminée, bah, c'est pas moi qui soutiens l'activité, c'est l'extérieur. Donc dès que l'extérieur me soutient plus l'activité, ça s'arrête. Oui. Donc c'est pour ça que les théories, faut favoriser les motivations autodéterminées, qu'elles soient intrinsèques ou extrinsèques d'ailleurs. Parce que finalement, elles vont avoir aussi potentiellement plus de parce qu'elles sont volitionnelles, en elles-mêmes. Voilà, c'est-à-dire que puisque c'est vous-même qui soutenez l'activité, vous allez forcément aller beaucoup plus loin de vous-même. Parce que si on est toujours obligé de vous relancer pour faire quelque chose, faut faire, alors ça peut marcher, hein, c'est-à-dire que si on met toujours $1 million pour que vous fassiez quelque chose, vous allez le faire, il n'y a pas de problème. Mais il faut en mettre $1 million à chaque fois, quoi. Donc ça devient cher au bout d'un moment, quoi. Donc à un moment donné, on s'épuise. Et du coup, c'est pour ça que ça s'arrête beaucoup plus vite, quoi. Mais par contre, c'est 2 formes de motivation. Hein. C'est-à-dire c'est des vraies motivations. Il n'y en a pas une qui va... On peut très bien, pour de l'argent, aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin, à faire des meilleures performances qu'en motivation intrinsèque. Hein. C'est pas ça que je veux dire. Hein. C'est vraiment... pourquoi vous faites les choses et qu'est-ce que ça va faire en termes de persistance, quoi. Après, il y a beaucoup de résultats qui montrent que ces 2 formes de motivation n'ont pas les mêmes implications en termes d'apprentissage. On n'apprend pas de la même façon avec une forme de motivation par rapport à une autre. C'est logique aussi, quoi. On ne met pas en place la même stratégie. Dans un cas, l'objectif, c'est de déblayer la tâche le plus vite possible. Dans l'autre cas, c'est justement de continuer sur la tâche et de mieux la comprendre le plus vite possible. Donc, ça donne 2 styles d'apprentissage qui sont complètement différents, quand même. Mais disons qu'en ce qui concerne les motivations autodéterminées, on a cet aspect évolutionnel qui est tout de suite là, qui fait que on va persister de façon assez naturelle, alors que les autres motivations, non. Donc, en ce qui concerne le fait de lire un livre, effectivement, si on est rentré pour une motivation même extrinsèque autodéterminée, on va persister. Après, il y a d'autres mécanismes qui vont venir en cours de lecture, mais qui ne sont pas liés à cette entrée. Hein. Par exemple, on en a parlé tout à l'heure, le flow. Le flow qui va s'enclencher, justement, on peut très bien tomber sur une activité, et même y passer, alors ça c'est des grandes en discussion qu'on a avec mon collègue Jean-Euc, là, en discussion, on peut très bien finalement imaginer qu'on rentre pour une... Théoriquement, hein. Après c'est difficile à montrer, on peut très bien rentrer, théoriquement qu'on rentre dans une activité pour une motivation extrinsèque, mais dans l'activité, en fait, être pris au jeu de l'activité, rentrer dans le flow dans l'activité, comme on rentre dans le flow dans l'activité, on persiste. Tu peux peut-être définir le flow ? Alors le flow, peut-être que pour s'il y a des joueurs, ça peut peut-être plus leur parler. Alors le flow, en fait, c'est une théorie qui permet d'expliquer pourquoi, alors, à l'origine, pourquoi finalement des gens vont risquer leur vie pour gravir des montagnes ou sauter à 10 000 mètres d'altitude, ou voilà, on a quand même des comportements assez curieux, nous les êtres humains. On va quand même aller chercher quand même les ennuis là où ils sont pas, quoi. Non, là où ils sont. Là où ils sont pour le coup, on va les chercher. Là où ils sont pour le coup, alors que bon, globalement, on pourrait très bien rester au chaud. Qu'est-ce qui fait que les individus... Pourquoi on prend ce type de risque ? Pourquoi est-ce qu'on prend ce type de risque ? Et donc, le chercheur en question, Cicely Myriel, il les a interrogés, il essaie de comprendre le truc, quoi. Et en fait, ils ont tous décrit un état un petit peu similaire, c'est-à-dire que c'est des gens en fait qui cherchent leurs limites. Bon, ok, ils cherchent leurs limites. Mais pourquoi est-ce qu'ils cherchent leurs limites, en fait ? Ouais. Et en fait, ils cherchent leurs limites parce que quand ils sont justement à cet état où ils ont atteint leurs limites, par exemple un alpiniste, pourquoi est-ce qu'il va toujours chercher le sommet le plus difficile possible alors qu'il en a déjà... Pourquoi est-ce qu'il cherche ça, quoi ? C'est parce qu'en fait, quand il est en cet état-là, il ressent un état très spécial où il fusionne ce qu'on appelle une fusion avec l'activité. C'est-à-dire qu'il oublie même ce qu'il est lui, il fait un avec l'activité, et quand il est en cet état de fusion avec l'activité, ça s'appelle l'état de flow. C'est-à-dire c'est un état quasi extatique de bien-être. On fusionne avec l'activité, on fait un avec l'activité, et du coup on est complètement concentré sur l'activité. Le temps ne passe plus, on rentre dans ce qu'on appelle dans une bulle. Le temps passe plus dans la bulle, le temps passe plus, le temps c'est une stase. Par contre, il défile très vite à l'extérieur, si bien quand on est en état de flow, qu'on arrive à le maintenir, on peut passer des heures en état de flow. Pour celui qui est dans la stase, ça fait 5 minutes. Pour celui qui est à l'extérieur de la stase, ça fait plusieurs heures. Donc c'est pour ça que c'est ce concept-là qui est beaucoup utilisé dans les jeux vidéo à l'heure actuelle, où effectivement, dans les jeux vidéo, on s'est rendu compte que c'est pratiquement ce qu'il faut viser en fait chez les joueurs de jeux vidéo. Il faut viser en fait le flow. C'est-à-dire que les mécanismes de jeu, les mécaniques de jeu à l'heure actuelle, pour beaucoup, sont construits justement sur ce facteur en fait qui est à la base du flow, qui est en fait l'équilibre entre la compétence du joueur et la difficulté de l'activité. Le but du jeu, c'est toujours que les deux soient exactement au même niveau. C'est-à-dire que vous avez une tâche qui est trop facile, ça s'appelle de l'ennui. Si vous avez une tâche qui est trop difficile, ça s'appelle de l'anxiété. Si vous avez une tâche qui est pile poil ajustée, ça s'appelle le flow.
Voilà, c'est ça. Donc en fait, on a vraiment, c'est intéressant. Donc le flow se situe entre, tu dirais, entre l'ennui et l'anxiété. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est Csikszentmihalyi. Mais c'est ça, entre l'ennui et l'anxiété. Il faut trouver alors il y a d'autres émotions, parce qu'il a un dégradé en fait, beaucoup plus nuancé. Et puis là, j'ai pas mon petit PowerPoint que j'ai d'habitude qui va bien. C'est pas grave. Mais c'est bien, non mais c'est intéressant. Disons que c'est ça le truc, quoi. En fait, c'est une émotion très particulière que l'on ressent quand certaines conditions sont réunies. Ouais. Et justement, une fois qu'on a connu cet état-là, parce qu'en fait, on l'a au début, enfin, on l'a au détour d'une activité. On s'y attend pas, ça nous tombe dessus le flow. Hein. Alors c'est un débat que j'ai aussi avec mon collègue Philippe Carré. Pour lui, c'est pas une théorie de la motivation pour ça, quoi. Puisqu'en fait, ça nous motive pas au début le flow. Ça peut pas nous motiver puisqu'on l'a jamais eu. Donc c'est à partir du moment où on l'a eu une fois. On va le rechercher en fait. On va le rechercher. Mais même là, dans ce cas-là, c'est même pas le flow. C'est l'intention. Donc c'est l'intention en fait, la motivation, de retrouver le flow. Donc c'est un objectif, ça devient un objectif de retrouver le flow. Donc du coup, c'est plus une théorie volitionnelle, le flow, qu'une théorie motivationnelle. C'est pour ça qu'effectivement, il y a des petits débats à ce niveau-là. Mais donc, la première fois qu'on ressent le flow, donc on revient à cette histoire de bouquin là. Donc dans le bouquin, on peut ressentir le flow, c'est-à-dire se sentir complètement immergé dans l'activité. Alors du coup, c'est pas tout à fait du flow parce que du coup, il n'y a pas de difficulté. Alors sauf si c'est un bouquin difficile, mais c'est quelque chose qui est assez approchant. Donc on ressent un élément finalement. Alors moi, je vais plutôt parler d'intérêt situationnel. Peut-être de l'intérêt situationnel sur lequel ou de l'intérêt thématique, puisque finalement, c'est des concepts qui sont assez voisins. Donc on va ressentir quelque chose qui nous émerveille, qui nous nourrit d'émotions positives. Et donc, à partir de là, on va persister sur cette activité-là. Quoi. Alors, donc, j'étais en train de regarder, là, dans le chat, je vois je vois Baptiste qui nous parle de Dark Flow. Là, ça y est, il a dégainé son... C'est le Dark Vador du flow. Et donc, du coup, Focus Alert, donc oui, donc l'exemple. Donc, on a parlé de l'exemple du jeu vidéo. Mais comment ça se passe en formation? Enfin, voilà, on a dans le contexte de l'apprentissage. Donc là, tu as parlé un peu du continuum, motivation des différentes formes motivationnelles, contrôlantes ou autodéterminées. Peut-être avant de revenir au contexte de la formation aussi, une autre grande théorie, en tout cas à l'école, qui est très intéressante, qui à mon avis est aussi très intéressante pour la formation pour adultes, qui est la théorie de Bandura, sur le sentiment d'efficacité personnelle. Je pense que ça serait peut-être intéressant aussi d'en parler un petit peu pour élargir peut-être là notre territoire des motivations. Alors c'est vrai que Bandura, c'est une théorie qui est très intéressante parce que ça permet de faire le zoom sur un aspect de la motivation qui est passé complètement à l'as, comme on dit, au tout début des théories, mais qui du coup à partir des années 50 a vraiment été clairement mis en évidence, notamment par l'inventeur du concept de motivation, qui est Kurt Lewin, puisque c'est lui en fait qui a inventé le concept et qui a permis en fait de faire émerger ce concept-là. En fait, on s'est rendu compte qu'on pouvait être motivé, on est d'autant plus motivé plutôt que l'on est dans une activité qu'on sait qu'on va réussir. On sait qu'on va y arriver. Alors, pas complètement, il faut quand même qu'il y ait un petit doute. Mais voilà, c'est qu'on a des belles perspectives de réussite. Vous avez une expectation de réussite qui est quand même assez importante. Vous allez plus motivé pour faire l'activité, plus intéressé, plus persistant. Alors, ça a beaucoup plus d'effets positifs qu'une activité où vous allez vraiment douter de votre capacité à pouvoir la maîtriser, la réussir, quoi. Et donc ça, c'est la deuxième facette de la motivation qui a été complètement mise à l'écart au début, mais enfin, elle n'était pas mise à l'écart parce qu'en fait, on ne pouvait pas l'avoir. Parce qu'on s'est intéressé au début, les premières théories ne se sont intéressées qu'au motif du comportement. Pourquoi je fais les choses ? Pourquoi j'agis ? Mais en fait, quand vous faites quelque chose, vous en rendez pas compte, mais c'est parce que vous savez que vous pouvez le faire. Automatiquement, si vous vous dites je vais faire quelque chose, je sais que je peux le faire. Donc l'alpiniste, il sait qu'il peut le faire. Ah oui, sinon il ne le fait pas. Il s'est même préparé à le faire. Enfin, il arrive à évaluer en fait. C'est ça. Donc on sait qu'on peut le faire. Donc du coup on est motivé pour le faire. Alors, après il y a des théories. Il y a tout un champ théorique qui est sur tout un tas de fantasmagories qu'on pourra avoir effectivement. Donc on n'a que le côté anticipation sans le côté émotif. Non, que le côté émotif sans le côté anticipation. Donc ça donne des fantasmagories. Globalement, c'est un homme qui veut être cosmonaute. Il n'a aucune chance d'y arriver. Mais quand même, il veut. Voilà. Il ne se pose pas la question du comment, mais il veut. Voilà. Donc du coup, ça reste une motivation, mais ça ne va pas s'activer beaucoup dans la vie de tous les jours, on va dire, quoi. Mais du coup, c'est un motif, mais sans le côté, effectivement, capacité de le mettre en œuvre, quoi. Oui.
Or, il s'avère que tout ce qu'on met en œuvre, effectivement, il faut qu'on se sente être capable de le faire. Et donc, la théorie de Bandura est vraiment pile poil pour expliquer ça, puisque c'est une théorie qui explique que globalement, tout ce que vous faites, vous devez avoir un sentiment d'efficacité personnelle assez important. Si votre sentiment d'efficacité personnelle est trop faible, ça se passe pas bien. Et Bandura il a montré d'ailleurs que les recherches interventionnelles, que l'on range d'ailleurs plutôt du côté des interventions en TCC à l'heure actuelle, qui sont basées justement sur la théorie de Bandura. TCC, voilà, c'est ça. Hein, TCC, tu précises? C'est théorie comportementale cognitive. C'est toutes les interventions en fait qui sont basées sur. On vous explique comment vous devez vous comporter. C'est de la rémédiation, c'est ça? C'est du raisonnement qu'on doit avoir sur. Je ne vais pas rentrer dans le détail. C'était juste pour la petite explication. C'est un modèle d'intervention en fait où on vous explique des différentes stratégies en fait pour vous comporter face, par exemple, à l'anxiété. Et donc c'est exactement ça la théorie du sentiment d'efficacité personnelle, où vous allez effectivement, ils ont mis en évidence que en proposant des tâches structurées pour favoriser le développement du sentiment d'efficacité personnelle chez des élèves très faibles en mathématiques, parce que du coup ça a été directement mis en évidence c'est ce que j'allais dans te le cadre demander. scolaire. Donc c'est en mettant en place des tâches structurées pour renforcer le sentiment d'efficacité personnelle. Donc ils ont utilisé tout simplement des buts proximaux, c'est-à-dire que quand vous avez des buts proximaux, vous avez un retour en fait sur ce que vous faites immédiat. Donc vous savez en fait où vous en êtes tout le temps. Alors que quand vous avez un but distal, en fait c'est un but qui est loin, 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 loin. Du coup, quand vous faites une activité, vous ne savez pas où vous en êtes, quoi. Et donc du coup, pour savoir si vous avez progressé ou pas progressé, c'est très difficile. En ayant un but proximal, vous savez que vous avez progressé, même si vous n'avez pas progressé autant que vous vouliez, mais vous avez progressé. Et rien que ça renforce le sentiment d'efficacité personnelle et ça vous permet d'en faire plus la fois d'après. Donc quand on structure une activité suffisamment bien, justement pour favoriser le sentiment d'efficacité personnelle, ils se sont rendus compte que les élèves progressaient plus dans les mathématiques. Et à la fin, même, ils étaient plus intéressés par les mathématiques parce qu'il y a une relation extrêmement forte. Ils se sentent du coup plus compétents. plus compétents. Parce qu'il y a une relation extrêmement forte entre ce fameux sentiment d'efficacité personnelle et l'intérêt. C'est d'ailleurs, les études le montrent à chaque fois, on est corrélé à 0,50. Enfin, c'est des belles corrélations. C'est pas anecdotique du tout. C'est très très fort, quoi. Tout ça pour dire qu'effectivement, quand vous êtes intéressé par quelque chose, vous vous sentez efficace dans cette chose-là, forcément. Les deux sont comme les deux doigts de la main, quoi. Donc, et c'est le deuxième aspect de la motivation qui est extrêmement important. C'est-à-dire que vous devez avoir un motif pour faire quelque chose, mais vous devez être en capacité, vous sentir en capacité de le faire. Les deux vont de pair. Si vous ne pouvez pas baser tout un laïus sur l'explication du pourquoi vous faites les choses, sans soutenir en même temps la capacité de le faire. En fait, il vous manquerait, c'est comme si vous cherchiez à faire rouler un chariot sur une seule roue, quoi. Donc forcément, il est bancal, ça ne va pas tenir. Il faut les deux en même temps. Et là, effectivement, on a les chances effectivement de d'amorcer le dynamisme. Oui, puisque ce que je trouve intéressant, c'est que ça donne des moyens d'action, là, de pouvoir agir sur le sentiment d'efficacité personnelle. C'est ça oui, alors surtout que Bandura, il a été assez prosélyte là-dessus. On peut renforcer, justement, on peut travailler au renforcement du sentiment d'efficacité personnelle. Complètement. Là, des élèves, en l'occurrence, parce que c'est quand même intéressant, mais c'est vrai de manière plus large, même dans le champ de la formation, en fait. C'est-à-dire... se sentir compétent, ça va venir nourrir en fait une dynamique et une boucle vertueuse. En fait, c'est ça. Tout simplement, ouais. Alors après, il y a plusieurs façons de faire. Par exemple, on va essayer d'éviter de mettre des tâches où l'individu d'emblée va échouer. On va plutôt mettre des activités où l'individu va plutôt réussir au début et qui nourrissent son sentiment de compétence. On veillera en fait à pas trop abîmer le sentiment d'efficacité personnelle, de manière générale. Mais de toute façon, en formation pour adultes, c'est quasiment impossible de l'abîmer parce que comme la formation pour adultes est basée, en fait, son critère d'évaluation, c'est celui qui forme, le formateur. Si le formateur n'est pas capable de ne pas abîmer le sentiment d'efficacité des formés, ça va mal se passer pour lui. Alors que dans le système scolaire, finalement, les enfants, ils ne peuvent pas avoir de retour sur ça, quoi. Donc, alors, on commence à en avoir justement, mais c'est peut-être ça justement qu'on va voir. Maintenant, on va s'intéresser au bien-être. Mais justement, c'est pour ça que c'est intéressant. Tout à l'heure, tu as ouvert notre discussion en parlant de psychologie positive et en disant aujourd'hui, on s'intéresse, en tout cas, on formalise beaucoup plus cette question du bien-être à l'école, cette question du bien-être au travail aussi. Voilà, et là, on se rend compte qu'il y a tout un tas de concepts qui sont liés à ça, et notamment le sentiment d'efficacité personnelle. Si on touche au sentiment d'efficacité personnelle, on touche forcément au bien-être de l'individu. Et malheureusement, le fait de le faire, alors c'est pas que le système est forcément, comment dirais-je,
mal intentionné, on est d'accord, hein, on a un système qui est quand même très bien intentionné, faut pas, mais qui manque effectivement de recul sur tous ces concepts-là, encore à l'heure actuelle, même si on les connaît. Et effectivement, le fait d'insuffler ces concepts-là dans le monde scolaire, au travers par exemple du bien-être, ça permettra justement de faire émerger le sentiment d'efficacité personnelle. Parce qu'un des plus gros problèmes qu'on a dans notre système scolaire actuel, c'est que justement on maltraite extrêmement fortement le sentiment d'efficacité personnelle. Et c'est vrai aussi à l'université. Notre système d'évaluation, même à l'université, malheureusement on ne peut pas faire autre chose parce que c'est comme ça que l'on sanctionne les diplômes. Mais notre système d'évaluation va attaquer fortement le sentiment d'efficacité personnelle des élèves, ou des apprenants, ou des étudiants. Donc il faudrait quand même avoir un système qui l'attaque le moins possible. Quand même. Donc réfléchir plus globalement à avoir un système qui attaque le moins possible le sentiment d'efficacité personnelle, parce qu'il faut le soutenir, puisque c'est un des moteurs, enfin c'est le deuxième moteur, c'est le moteur équivalent finalement au motif. Donc ok, c'est bien d'avoir un motif, mais si on n'a pas de sentiment d'efficacité personnelle, on ne va pas aller loin. On ne va pas aller loin. Donc du coup, il faut le soutenir au moins autant que le motif, et du coup, si on passe notre temps à expliquer pourquoi c'est valable de telle activité sans soutenir ça, ça peut pas le faire. Quoi. Et alors, donc on a vu, donc là on vient de voir en fait, alors un petit historique de la motivation, deux grandes théories de la motivation qu'on vient d'évoquer. Peut-être, est-ce que tu peux nous dire finalement comment est-ce qu'on, en recherche, puisqu'en fait c'est un petit peu le titre de l'intervention et puis le titre du précédent Twitch, on va s'intéresser maintenant à comment les chercheurs étudient la motivation, puisque finalement, comment est-ce qu'on mesure la motivation ? Est-ce que ça se mesure, de quelle manière ? Et peut-être après, avec une ouverture aussi un petit peu vers les neurosciences, hein, alors pour le coup, on entend beaucoup parler, en tout cas dans les médias, en éducation et formation aussi, de l'apport des neurosciences à la compréhension des phénomènes et des mécanismes d'apprentissage. Donc là aussi, peut-être voir comment se situent finalement les neurosciences, la motivation, par rapport un petit peu à ce que tu nous as dressé jusqu'à présent. Hein, ça fait plusieurs questions à la fois, mais voilà, l'idée c'est de voir un peu, d'essayer un peu d'éclairer comment la recherche se fait, pour peut-être des gens qui s'intéressent justement à cette question, qui ne sont pas forcément chercheurs, mais qui se demandent comment on peut mesurer tout ça. Alors, la mesure de la motivation, il faut savoir que la motivation, c'est un phénomène qui est, comme beaucoup de phénomènes psychologiques, qui ne s'observe pas. Un peu comme la mémoire, on n'observe pas la mémoire, on n'observe que les résultats, en fait. Mais ça ne s'observe pas directement. Quoi. Mais ça n'empêche pas, par exemple, le concept de mémoire, on sait que ça existe, il est très tangible. Bon, la motivation, ça a été beaucoup plus dur à s'imposer, et c'est vrai que, justement, j'y reviendrai par la suite, c'est vrai que les neurosciences ont fortement contribué au cours des 20 dernières années à asseoir le concept de motivation, parce que jusqu'à il y a une vingtaine d'années, en fait, on avait juste des mesures psychologiques de la motivation, avec des mesures en fait qui étaient très différentes, puisque, comme je l'ai dit, on a plusieurs concepts motivationnels, on a des concepts qui vont concerner la motivation en termes de besoins, on a des concepts qui vont concerner la motivation en termes d'intérêt, des concepts qui vont concerner en termes de but. Donc j'ai dit aussi qu'on avait aussi des théories motivationnelles qui étaient liées à l'expectation, à l'attente. On a des concepts motivationnels qui considéraient des trucs un petit peu bizarroïdes comme le flow. Du coup, ou à l'intention, la construction de l'intention. Donc on a pas mal de concepts. Donc après, comment ça se fait qu'on a autant de concepts que ça, et puis comment ça se fait qu'on dit que c'est des concepts scientifiques. Effectivement, du coup, on a mis en place des outils de mesure. Des outils de mesure, ça reporte finalement sur la façon dont l'individu va apprécier en fait la réponse à certaines questions qu'on lui posait. Et ces questions-là vont interroger ce qu'on appelle des construits psychologiques. Et ces construits psychologiques, pourquoi est-ce qu'on sait qu'ils existent ? C'est parce que l'individu va répondre toujours de la même façon. Donc on a une stabilité, voilà, c'est ça, on a en fait des méthodologies qui nous permettent d'établir, à partir du moment où l'individu a une série de questions. Je ne sais pas si je pense que tout le monde a passé des questionnaires en psychologie. Quand vous passez des questionnaires, vous avez cette impression de redondance en fait qui va se produire, surtout ce qu'on appelle des échelles. Les tests, ça va être vrai, mais les échelles. Moi, je parle plutôt d'échelles là. Et donc sur les échelles, on a cette impression de redondance qui va venir. Et on va se dire, mais on répond toujours à la même question. En fait, si vous avez cette impression qui se dégage à un moment donné, c'est qu'effectivement, ça touche bien le même construit psychologique.
Et en fait, c'est pas la même question. C'est jamais la même question. En fait, c'est pas les mêmes mots, c'est pas la même phrase. Mais vous avez l'impression que c'est la même chose. Ben oui, c'est ça le but du jeu. C'est de savoir effectivement si ce construit existe bien. Donc si on pose les choses avec une phrase différente, avec des mots différents, pour vous, ça évoque bien la même chose. Donc si ça évoque bien la même chose, c'est que c'est quelque chose de quand même stable. Voilà. Alors, juste petit aparté, pour ceux qui ont répondu au questionnaire de recherche de Louise Perche, puisqu'elle fait sa thèse à l'IFIS dans le cadre de sa CIFRE, et donc elle a fait passer des questionnaires, et notamment des questionnaires motivationnels. Donc voilà, pour ceux qui ont répondu à ce questionnaire, je pense que ça devrait leur parler. Voilà. C'est ça. Donc ces questionnaires-là, effectivement, sont tout à fait construits sur ce principe-là. On cherche une certaine redondance de l'information. On essaie de la limiter parce que c'est vrai que oui, ça devient ennuyeux quand même. Mais on a besoin d'un minimum pour s'assurer en fait que ce construit psychologique est bien quelque chose de stable. Et du coup, on a des mesures qui permettent de savoir si on réplique dans une autre situation. Est-ce que la réponse voilà, finalement ça sera toujours la même chose ou pas? Et alors, il y a des construits qui fluctuent, d'autres qui ne fluctuent pas, donc on tient compte de ça aussi. Et on arrive à mesurer au travers donc, des réponses à des questionnaires des participants. Après, vous avez des mesures directes, par exemple des mesures de persistance, vous persistez sur une activité. Après, vous avez des mesures de performance. Alors le problème, c'est qu'on vous allez sur des mesures de persistance, ça reste assez clairement un construit motivationnel quand même, puis vous persistez en activité, puis on peut se dire que c'est quand même lié à la motivation. Donc ça va être le temps qu'on va passer par exemple à faire une activité. Quand vous êtes sur une performance, c'est quand même un petit mélange de plein de trucs. Donc pendant longtemps d'ailleurs c'était la mode, aux années 70-80, on n'arrivait pas à expliquer un résultat, mais c'est parce que le participant était motivé, ou pas. Voilà, donc du coup effectivement ça a un peu décrédibilisé le concept aussi à un moment donné, parce qu'on se dit ouais bon, la motivation ça explique tout et n'importe quoi. Effectivement, quand on ne sait pas ce que c'est, on dit c'est ça, quoi. Un petit peu comme les bulletins scolaires, il est motivé, oui, il voilà, est motivé. C'est ça. Oui. On met ça là-dedans, ouais, on sait que ça explique vaguement un dynamisme, et puis voilà, c'est bon. Bon, voilà, ça c'est des mesures qui sont plutôt d'ordre psychologique, qui ont l'avantage en fait de mesurer différents construits de la motivation, différentes formes de motivation. Sinon on sera incapable de les distinguer sans ces outils de mesure. C'est-à-dire qu'on a toujours l'impression que c'est une même forme de motivation, en fait, non, pas du tout. Oui, on a vu que c'était beaucoup plus riche que ça, voilà, ne serait-ce qu'à travers ce que tu as dressé tout à l'heure. Voilà, au travers de ces différentes mesures. Donc on arrive vraiment à avoir différentes formes de motivation qui sont mises en évidence, et on voit d'ailleurs qu'elles se complètent, qu'elles se structurent les unes par rapport aux autres, dans le cadre d'un processus. Et on a plus récemment, effectivement, avec des scanners, en fait. Et là, on est sur de l'imagerie cérébrale. Voilà, l'imagerie cérébrale, pu mettre en évidence qu'effectivement, en fonction. Alors là, du coup, on est beaucoup plus sur la récompense, puisqu'on les premières recherches ont été faites chez l'animal, et même chez l'homme, hein, on a répliqué toujours en termes de récompense. Donc on a pu mettre en évidence que effectivement, lorsqu'on avait des récompenses, on avait une activité dans certaines zones du cerveau, et surtout dans ce qu'on appelle l'autostimulation intracérébrale, où on a donné l'opportunité en fait à des animaux de s'autostimuler, et on s'est rendu compte qu'ils n'arrêtaient pas de s'autostimuler sur certaines zones. La seule explication qu'ils répliquent le comportement sur ces zones-là, c'est qu'effectivement ils sont motivés à le faire. Alors on appelle ça les zones de motivation, on appelle ça le circuit de la récompense à l'heure actuelle, mais c'est un terme que je trouve très polémique, récompense, que ça enferme la motivation dans une unique vision de la récompense. Comme je l'ai dit déjà d'emblée, la motivation, ne serait-ce que, par exemple, si on prend la théorie de l'autodétermination, on a au moins deux grandes formes de motivation. On a certes cette motivation liée à la récompense, mais on a aussi les motivations qui sont liées à l'autodétermination, qui ne sont pas liées à la récompense. Donc on oublie en fait ce deuxième aspect motivationnel. Alors chez l'animal, on pourrait dire que c'est pas très grave, quoi. Chez les animaux évolués comme chez le singe, on sait qu'il y a des motivations autodéterminées. Chez l'homme, par contre, c'est quand même une grosse partie de notre fonds de commerce, les motivations qui échappent à la récompense. Il n'y a pas que les motivations autodéterminées qui sont dans ce cadre-là. Quand on parle, par exemple, des concepts de valeur, ou de choses comme ça, on n'est évidemment plus dans le concept de la récompense. Donc voilà, c'est assez limitatif, mais disons que c'est bien parce que ça nous permet de voir que ça fonctionne avec des choses très simples comme la récompense. Et à partir de là, on peut suivre, on peut vraiment voir le processus motivationnel. Et on a pas mal de recherches maintenant qui montrent que, par exemple, en combinant des tâches de mémorisation avec de la récompense, on a des différents circuits qui s'activent, et ça explique différents types de résultats au niveau de mémorisation, quoi. Donc en fait, ce que tu dis, c'est que aujourd'hui, l'imagerie finalement cérébrale, elle permet de venir quelque part mettre un peu de lumière dans la boîte noire, puisqu'on arrive à voir finalement quelles zones du cerveau finalement s'activent ou sont
le lieu où se passent un petit peu les phénomènes que tu as décrits tout à l'heure. On est capable d'identifier maintenant des réseaux, des circuits, des noyaux qui sont activés spécifiquement lorsqu'il y a motivation. Très clairement. D'accord. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions sur le chat, là. Si vous avez des petites questions autour de motivation à l'école, motivation au travail, motivation dans le cadre de l'apprentissage, de la formation pour adultes. Donc, n'hésitez pas à réagir. J'étais en train de regarder si on a des petits messages ici. Qu'est-ce que... alors, on va peut-être un petit peu se diriger un petit peu vers la fin de notre Twitch. Mais avant cela, en fait, tu parlais tout à l'heure, je trouve que c'est assez intéressant dans le cadre de la réflexion sur l'apprendre, en tout cas en ce qui concerne IFISLab. Donc nous, on s'intéresse à la formation pour adultes. Tiens, j'ai quand même une petite question. Un petit conseil pour s'aider à se motiver quand on est fatigué. Un petit conseil pour s'aider à se motiver quand on est fatigué. Ça, c'est le genre de conseil dont j'aurais besoin aussi. On est preneur aussi. En fait, on ne peut pas aller sur des petits trucs comme ça. On peut simplement donner des conseils généraux sur la motivation. Sur ce type d'éléments, effectivement, déjà, la question, c'est de savoir est-ce qu'on se sent en mesure de le faire ou pas. Parce qu'on a tendance, en fait, quand on va faire des choses, à en rajouter. C'est-à-dire, je vais faire ça, puis comme ça, après, je vais faire ça, puis après, je vais faire ça. Je pense que déjà, si on est fatigué, si on veut faire quelque chose, il faut déjà limiter à une activité qu'on sait pouvoir faire. Donc, c'est ce que j'ai dit, la motivation, c'est être en mesure de faire quelque chose. Si on commence à se dire, OK, si j'arrive à faire ça, et ça, et ça, et ça, ça veut dire qu'on n'est pas motivé, en fait. On est en train de s'expliquer pourquoi il ne faut pas le faire. Donc, on va plutôt se limiter à... On n'est pas en train de procrastiner, du coup. Voilà, on est plutôt en train de procrastiner. C'est-à-dire qu'effectivement, si on veut vraiment se motiver pour faire quelque chose, il faut faire une chose et pas deux. Voilà. Si on va faire cette chose-là, une fois qu'on l'a fait, on peut passer à une autre chose. Donc ça, ce serait pas mal déjà au niveau de la... C'est un petit conseil que je peux peut-être donner au niveau de la perspective de se mettre les choses. Et après, la deuxième chose, quand même, le deuxième conseil, encore une fois, ce n'est que des conseils, je ne dis pas que ça a marché. Le deuxième conseil, c'est se demander pourquoi est-ce qu'on veut le faire. C'est-à-dire, est-ce qu'on veut le faire plutôt pour des motivations autodéterminées ou plutôt pour des motivations contrôlantes. Si vous faites quelque chose pour une motivation contrôlante, c'est-à-dire vous ne savez pas très bien pourquoi vous allez le faire, il y a assez peu de chances que vous le faites, en fait. Il faut le dire très clairement. Maintenant, si vous êtes sur une motivation autodéterminée, alors que ce soit parce que vous avez repéré que ça a de la valeur pour vous, il faut vous demander effectivement quelle valeur ça peut avoir. Donc là, effectivement, ça peut davantage fonctionner. Après, sur le fait de faire quelque chose, si ça s'inscrit dans un plan beaucoup plus global, si vous avez des objectifs, là, par contre, ça peut être intéressant de se poser des objectifs, ce qu'on appelle spécifiques. C'est-à-dire ne pas se dire, tiens, ça serait bien que je relise, que je travaille sur mon cours. Ça serait bien que je me dise plutôt, un objectif spécifique, ça serait bien que je relise telle partie de mon cours. Là, du coup, oui, c'est exactement ce que je veux. Beaucoup plus spécifique, parce que là, du coup, j'ai plus de chances déjà de savoir ce que j'ai à faire, donc j'ai plus de chances de le faire. Et en plus de savoir que ça va me prendre 30 ans, donc de m'organiser, parce qu'il y a tout un tas de stratégies qui me permettent de le faire. Bon, je pense que du coup, là, on a de quoi aller sur des stratégies en fait, à mettre en place. Peut-être une dernière question, Fabien. Du côté donc, de la formation pour adultes, on a évoqué donc, différentes formes de motivation. Qu'est-ce que... alors, des conseils, pourquoi pas aller sur... des conseils pour soutenir finalement différentes formes. C'est compliqué la question que je vais te poser, mais on travaille ensemble d'ailleurs sur des profils motivationnels. On a un projet là-dessus de recherche. Toi, tu travailles dessus aussi sur le sujet depuis un petit moment. Quand quand on est formateur, on a finalement différents types de profils motivationnels au sein d'un même groupe, qu'on soit à distance, en présence, etc. Comment est-ce que finalement on peut être à même de... qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour prendre en compte au sein d'un même groupe, quand je démarre une formation, le fait d'avoir des gens qui sont là. Alors il y a le pourquoi je suis là et il y a ce qui fait que je vais avoir envie de continuer à apprendre, mais on va dire en motivation plutôt autodéterminée versus motivation un peu plus contrôlante. Voilà. Est-ce qu'on peut mettre en place des conditions
de formation qui permettrait de prendre en compte en fait la diversité des profils motivationnels. Est-ce que ça c'est... Alors déjà la bonne nouvelle c'est qu'on n'a pas trop à faire de distinction entre motifs contrôlants et autodéterminés. Parce que finalement, plus on va favoriser les motivations autodéterminées, plus ça permettra à tout le monde finalement d'être autodéterminé. Donc globalement... on aura plus de problèmes. Voilà, donc globalement, il faut mieux viser toutes les motivations autodéterminées puisque c'est des motivations qui se soutiennent elles-mêmes. Donc voilà, globalement, c'est plutôt là-dessus qu'il faut aller. Après, effectivement, si vous êtes sur des... Il ne faut pas confondre tout, quoi. Sur les motivations autodéterminées, j'ai qu'il y en avait deux sortes. Il y a celles qui sont liées au plaisir, et il y a celles qui sont liées au sens de l'activité, c'est-à-dire plutôt les motivations extrinsèques. Mm-hmm. Donc, du coup, il faut soutenir le sens de l'activité pour les individus et essayer d'établir des critères qui ont du sens pour les individus. Sinon, effectivement, ça peut pas fonctionner de façon très autodéterminée déjà d'une part. Et puis même, les individus vont se demander ce qu'ils font là, pourquoi ils sont là. Enfin, justement, la valeur de l'activité, c'est quand même au cœur, surtout de la formation professionnelle, il me semble. Complètement, oui. Donc du coup... On l'a vu au niveau de l'intérêt, par exemple, on voit bien que c'est le cœur de la formation professionnelle. Donc, fonctionner sur la valeur de l'activité et bien comprendre ce que recherche aussi. Ce que revêt ce terme valeur pour chaque individu. Ça me paraît plus la question centrale, plus que de fonctionner en motivation intrinsèque et extrinsèque en tenant compte de ce genre de profil. Après, ce qui est intéressant en allant sur les profils quand même, c'est qu'on peut se rendre compte, grâce à ça, comment vont se distribuer les individus, mais je ne me contenterai pas de la théorie de l'autodétermination, j'en prendrai d'autres pour aller un petit peu plus loin, quoi. Par exemple, regardez s'ils sont là, si c'est le thème de l'activité qui vous intéresse. Ça peut être la situation qui peut aussi les intéresser. Il faut savoir aussi que le formateur va être hyper important. Donc le contexte que le formateur met en place, la bienveillance qu'il va avoir et puis la communication qu'il va avoir, le fait qu'il soit attentif aux gens qu'il est en face de lui, ça c'est extrêmement important. Le fait qu'il soutienne en fait les besoins et les besoins d'autonomie de l'apprenant. Et ça commence actuellement à être assez intéressant parce qu'on a pas mal de recherches maintenant, surtout dans le cadre de la théorie de l'autodétermination, qui donnent des consignes assez précises en fait sur les coachs, sur la façon dont ils ont plutôt intérêt à se comporter, en fait. Ouais, c'est intéressant. Voilà, ils ont plutôt intérêt à se comporter de façon à soutenir justement ces motivations autodéterminées. Par exemple, sur la forme des feedbacks. Parce que en fait, on se dit, on doit forcément donner des feedbacks en formation. Ben oui, ça paraît tellement évident. C'est-à-dire donner un retour d'information sur ce qu'on fait. Bon, déjà, il faut ménager un peu de place à sa formation là-dessus. Oui, ça veut dire qu'il faut prévoir du temps pour pouvoir faire des feedbacks. Déjà, c'est pas mal. Donc, quand vous faites des feedbacks, déjà, vous allez sur le sentiment d'efficacité personnelle au passage. Donc, faut faire. Oui, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. C'est à manier, c'est un explosif qui peut vraiment vous sauter à la figure, quoi. Donc, il faut vraiment faire attention avec ça. Et puis, justement, sur les feedbacks, ce qui a permis de mettre en évidence la théorie de l'autodétermination, c'est qu'on va avoir des feedbacks contrôlants et des feedbacks non contrôlants. Le fait, par exemple, de donner un conseil à quelqu'un sur son attitude, c'est contrôlant. C'est un feedback, mais contrôlant. Donc, c'est carrément ne pas faire. Le fait d'indiquer à quelqu'un que globalement il se trouve à telle distance entre sa performance et la performance maximale, là c'est informationnel. Vous lui donnez une information d'où il se trouve de son niveau. Rien à voir. Donc en fait on a tout un tas de techniques en fait sur le coaching qui ont été mises en évidence. Alors plutôt dans le monde scolaire, monde de la formation pour adultes, justement, ça serait expérimenté. Ça serait expérimenté, voilà. Tout à fait. Oui, c'est pour ça que j'ouvrais un peu sur cette question en disant qu'est-ce qu'on peut faire. Et donc qui fonctionne clairement très très bien, quoi. Et effectivement, le nec plus ultra, ça serait d'aller beaucoup plus loin que les motivations contrôlantes ou autodéterminées, mais d'avoir effectivement une vision plus claire des profils que l'on en fait, mais tout de suite en fait, des profils motivationnels qui sont en face de vous. Est-ce que vous avez des gens qui approchent la formation plutôt en termes d'intérêt, plutôt en termes d'opération professionnelle très, très rapide, très concrète ou plutôt très lointaine, plutôt avec un sentiment d'efficacité personnelle qui est faible, plutôt élevé. Tout ça, ça vous donne une forme, si vous avez beaucoup de gens avec des profils avec un sentiment d'efficacité personnelle faible, ça ne vous donne pas le même profil de formation que des gens qui ont un sentiment d'efficacité personnelle élevé. Parce que vous voyez bien que quelqu'un qui a un sentiment d'efficacité personnelle élevé, si effectivement vous tenez un petit peu compte de ce qu'on appelle le flow, il faut quand même mettre la barre assez haut. Sinon, les gens vont s'ennuyer très vite. Oui. Si vous mettez le même niveau pour des gens qui ont un sentiment d'efficacité personnelle faible, là, vous allez carrément les stresser tout de suite. Et créer justement de l'anxiété. Voilà. Ouais, tout à fait. Donc, vous voyez, avec le même type de contenu,
et si effectivement vous ne tenez pas compte, alors du coup j'ai vraiment au-delà de la TAD, si vous ne tenez pas compte en fait du sentiment d'efficacité personnelle des individus, vous pouvez aboutir pour exactement le même contenu à deux situations presque inverses. Donc voilà, moi je verrais plutôt ça, l'utilité je la verrais plutôt là-dessus en fait, à plutôt effectivement comprendre comment on peut insérer du contenu, quel type de pédagogie en fait est plutôt à mettre en place et pourquoi elle est à mettre en place plutôt que tel autre type de pédagogie. C'est-à-dire qu'une pédagogie, on pourrait très bien imaginer, et ça reste des recherches qui restent à faire, on pourrait très bien imaginer qu'il y a des pédagogies qui seraient plutôt conseillées dans certains cas, ça on le sait déjà, des pédagogies qui sont plutôt, on va plutôt donner des guides en fait aux individus, et c'est aux individus qui vont plutôt chercher eux-mêmes l'information. Là on est plutôt chez des gens qui ont un sentiment d'efficacité personnelle assez élevé. Par contre, des individus qui ont un sentiment d'efficacité personnelle plutôt faible, il faudra plutôt les guider. Ils vont avoir besoin justement d'avoir des contenus qui sont très structurés. Il faut aller étape par étape et très, très structurés parce que sinon vous allez augmenter votre niveau d'anxiété assez vite et puis du coup ça peut poser problème très vite. Donc ça aussi, je m'inviterais aussi, alors au-delà des profils motivationnels, aller sur des mesures ponctuelles pour voir en fait où en se trouvent les gens et puis ça vous permet de suivre, où est-ce que vous en êtes vous. Alors, il ne faut pas être les yeux rivés dessus parce que du coup, ça vous permet. Parce qu'en fait, ça fluctue tout ça très vite. Mais il faut quand même avoir ça, effectivement, comprendre cette dynamique et voir effectivement si on peut jouer sur cette dynamique motivationnelle en cours de formation. Et d'ailleurs, ça me fait un peu penser en termes de mesures. Ça, c'est des choses qu'on peut trouver aujourd'hui. Le fait de voir un petit peu le niveau d'expertise. Là, je bascule plutôt du côté du niveau d'expertise au départ, de savoir si les gens découvrent finalement quand ils rentrent en formation une thématique, ou est-ce qu'ils sont déjà experts et que du coup ils vont approfondir en fait le contenu de la formation. Donc là aussi, on sait qu'en termes de format, en fait, de situation pédagogique, on ne va pas forcément avoir la même situation pour quelqu'un qui est novice de quelqu'un qui va être très très expert, qui lui va venir chercher plutôt des informations qui vont répondre à ses questions, alors que dans le cas d'un novice, on va justement essayer de proposer des éléments pour les permettre de découvrir et peut-être de rentrer un peu plus en fait dans le contenu de la formation. Ça, c'est ce qu'on a vu dans les théories de l'intérêt. Et tu parlais d'intérêt situationnel tout à l'heure. Et ce que je trouve aussi intéressant dans ce que tu dis finalement, c'est que on a commencé en disant il y a des motivations au pluriel, mais du coup on comprend pourquoi il faut qu'il y ait des pédagogies au pluriel, qui est aussi un mot, on dit toujours la pédagogie finalement, mais en fait c'est des pédagogies si on veut qu'elles soient finalement adaptées et qu'elles favorisent. Tu parlais de développement aussi tout à l'heure, tout début, en disant qu'apprendre, c'est pas simplement du rappel, la mémorisation, bon, ça en fait partie, mais c'est aussi du développement. Comment est-ce que apprendre peut contribuer au fait de se développer? Et donc, prendre en compte finalement les motivations. Alors là, j'ai parlé d'expertise, mais sans doute il y aurait d'autres choses à prendre en compte. Ça permet de créer des environnements peut-être d'apprentissage. En tout cas, nous, c'est ce qu'on souhaite investiguer. C'est ce qui nous porte aussi beaucoup ici au lab, et ce qui fait qu'on a eu ce passionnant échange avec toi, c'est de se dire que peut-être le modèle ou les modèles de formation à construire, c'est des environnements de plus en plus en capacité d'être assez agiles pour pouvoir s'adapter en fait à ces différents profils et à évoluer du coup, parce que ce que tu dis, c'est que ça évolue, c'est dynamique en plus. Ah, c'est sûr que ce serait l'idéal. C'est vrai qu'effectivement, si on pouvait avoir une mesure, un instant T, déjà une mesure au départ c'est déjà bien. Ce serait déjà bien de savoir où est-ce qu'on se trouve, dans à quel type de profil motivationnel on a affaire en début de formation pour effectivement adapter une pédagogie en fonction de ce profil-là. Et puis après, en fonction de l'évolution de ces dynamiques-là, de soutenir en fait ces motivations, quoi. Alors, il est évident que là, on va aller sur des pédagogies qui vont être de plus en plus adaptées et donc du coup de plus en plus spécifiques en fonction des différents profils, sachant que au bout du compte, la question c'est quand même de savoir ce qu'on veut faire. Effectivement, l'apprentissage, c'est soit on considère que c'est une question de connaissance, soit c'est aussi une question de comportement et qu'est-ce qu'on cherche en fait. Parce que le simple fait, on parle souvent de dire c'est une terme de contenu d'apprentissage, un terme de connaissance. Mais le simple fait de réussir à faire en sorte que quelqu'un soit intéressé par un contenu d'apprentissage, ça peut être l'objectif du contenu d'apprentissage. C'est-à-dire le fait, puisque quand vous avez réussi à intéresser quelqu'un à quelque chose, généralement il apprend tout seul, vous n'avez plus rien à faire derrière, puisqu'il apprend tout seul. Donc ça peut être l'objectif en soi de l'apprentissage. En fait, c'est vraiment ça qu'il faut questionner sur
justement, quand on prend en compte, là, on revient au niveau scolaire, mais on peut l'avoir en formation pour adultes, hein, c'est qu'est-ce qu'on cherche à faire? Est-ce que c'est vraiment une question de connaissance? Ou est-ce que c'est une question beaucoup plus large? Est-ce qu'on doit inclure d'autres indicateurs? C'est ce qui se passe à l'heure actuelle. Hein. Dans l'apprentissage, on inclut d'autres indicateurs, des indicateurs donc liés au bien-être. Et le bien-être, c'est un objet assez complexe aussi complexe que le concept de motivation. Donc on inclut d'autres indicateurs et donc donnons-nous la possibilité, au-delà des connaissances, d'aller sur l'utilisation finalement d'autres mesures pour avérer un apprentissage que des simples mesures de connaissances. Oui, et qui sont finalement pas forcément... Enfin, en tout cas, il faut se poser la question en début d'un cycle d'apprentissage de savoir ce qui est pertinent pour la formation. Est-ce que l'objectif de la formation, c'est d'augmenter un niveau de connaissance? Est-ce que c'est suffisant ou est-ce qu'il faut aller au-delà de ça et donner la possibilité, par exemple, à l'individu de lui donner les stratégies par exemple, pour continuer à apprendre par lui-même? Ça peut être aussi un objectif d'apprentissage. J'ai parlé d'autorégulation des apprentissages. On voit bien qu'à l'heure actuelle, la masse de connaissances qui devient exponentielle à chaque instant, ça devient ingérable. Ouais. Et donc, équiper les individus de stratégies d'apprentissage pour qu'ils puissent apprendre par eux-mêmes et équiper des motivations qu'ils ont envie d'apprendre par eux-mêmes, finalement, c'est peut-être beaucoup plus important que d'équiper des connaissances. Oui, tout à fait. C'est des vraies questions, en tout cas, qu'il faudrait se poser sur les dispositifs d'apprentissage actuels, où les objectifs, finalement, sont les plus simples ne sont pas forcément les plus adaptés. Tout à fait, oui. Ouais. Et je pense que ça résonne bien, en tout cas, avec les problématiques de formation pour adultes. On voit aujourd'hui, on peut avoir aussi beaucoup de ressources et de contenus de formation qui sont existants, disponibles sur des plateformes. Et donc, la question, elle est plus tant l'accès au contenu, mais effectivement à la capacité de tout un chacun de pouvoir en fait créer son propre parcours par rapport à ce qu'il a envie de développer. Et pour finir sur la question des indicateurs, clairement, du côté de la formation pour adultes, il y a aussi très très clairement la question, c'est pas simplement la connaissance, c'est plutôt la compétence, c'est donc la question du transfert. Et donc il y a tout un tas d'autres indicateurs en fait qu'il faut prendre en compte. Donc écoute Fabien, je te remercie pour ce passionnant échange. Merci de t'être prêté au jeu des Twitch du Lab. On vous mettra des liens parce qu'on vous renverra sur un site sur les motivations. Donc je pense qu'on pourra le communiquer, notamment qui permettra d'aller relire un petit peu les théories de la motivation que tu as décrites. Donc ça, je pense que ça va être chouette. On a aussi, je sais que tu as publié aussi des ouvrages, des articles. Donc on va préparer un petit kit pour ceux qui nous ont suivis. Donc il y a un petit lien sur le chat du live pour pouvoir en fait nous faire un retour effectivement sur les lives en particulier. Merci. Donc là, vous avez le site effectivement de Fabien qui s'affiche, lesmotivations.net. Vous allez retrouver vraiment plein de choses passionnantes. Donc là, tu as plein de remerciements, Fabien. Merci à tous. par le chat. En tout cas, on a encore, on voit qu'on a encore plein de sujets à explorer ensemble. Merci beaucoup pour ces clés de lecture et de compréhension qui effectivement sont assez, en tout cas on l'a déjà nous évoqué, fondatrice aussi de nos travaux. Donc merci vraiment pour tous ces éclairages. Merci et puis à bientôt. Je pense qu'on aura d'autres sujets où on te réinvitera ça marche. pour venir un petit peu préciser tout ça. Merci à tous et puis je vous dis à très vite dans 2 semaines, mais on doit bientôt vous révéler le thème, le lieu et l'endroit. Donc restez connectés pour nos prochains lives. Merci beaucoup à tous. Merci. Au revoir.